Ce jour-là, la chaleur était brutale, comme si le ciel lui-même était en feu. Un garçon de 12 ans a transporté sa petite sœur blessée à l'hôpital, pieds nus, ses vêtements couverts de poussière. Mais personne n'a aidé. Les gens les regardaient et se détournaient. Certains ont dit, vous avez besoin d'un adulte. Vous avez besoin d'argent. D'autres ont simplement secoué la tête, les considérant comme de simples enfants sales et sans abri. Jusqu'à ce qu'un homme s'avance discrètement, sans poser de questions, sans attendre la permission. Il a simplement dit, j'en assumerai la responsabilité. Et à partir de ce moment, la vie de ces deux enfants a commencé à changer à jamais. Avant ce jour, ils vivaient comme des ombres. Leur appartement était petit, sentant le chou bouilli et la fumée de cigarettes, le genre d'endroit où les sons portaient trop bien, et où le silence se pressait contre les murs comme l'humidité. Caleb Moore, 12 ans et plus grand que la plupart des garçons de son âge, se tenait devant l'évier, rinçant un gobelet en plastique avec une fissure sur le côté. Sa petite sœur, Lena, âgée de 3 ans à peine, était assise les jambes croisées sur le sol de la cuisine avec une poupée dépareillée sur ses genoux et de la compote de pommes sur le menton. Du couloir parvenait le bourdonnement sourd d'une télévision allumée trop fort. Quelque part au-dessus, une chasse d'eau. Mais dans leur unité, le calme était différent, serré, comme une respiration retenue trop longtemps. Caleb jeta un coup d'œil à l'horloge. 18h47, sa mère aurait dû être à la maison il y a 1 heure. Il se tourna vers Lena et sourit. « Tu as encore faim, Bug ?» Elle hocha la tête, sans lever les yeux, mais il savait que ce n'était pas le cas. Elle voulait juste le confort d'être prise en charge. Il attrapa la dernière banane, la pela lentement, la divisant en 2 parties. La moitié pour moi, la moitié pour toi. Accord équitable. Avant qu'elle ait pu répondre, la porte d'entrée s'ouvrit en grinçant. Caleb se raidit. Stephanie Moore est entrée la première, son eyeliner taché, son uniforme froissé et son sac à main en bandoulière sur son épaule. Derrière elle venait Dal, vêtue d'une chemise boutonnée qu'il n'avait jamais rentrée, avec ce genre de sourire narquois qui donnait envie à Caleb de cacher des choses comme le dessin que Lena avait scotché au mur, comme ses propres sentiments. Tu ne pouvais même pas nettoyer ce foutu sol. La voix de Dal traversa la cuisine avant que Caleb ne puisse parler. Stephanie se tourna vers lui, fatiguée. Dal, pas maintenant. Non, coupa Dal, s'avançant plus loin dans la pièce. Moi aussi, je me suis cassé le cul toute la journée. Le gamin ne peut même pas essuyer la compote de pommes sur le sol. Caleb attira Lena à ses côtés, protectrice et silencieuse. Ça va, marmonna Stephanie en se frottant le front. Ce sont des enfants. Non, dit Dal d'une voix plus tendue. Il est assez vieux pour faire tout son possible. Vous continuez à le garder et il finira par devenir mou. Caleb ne leva pas les yeux. Il connaissait les règles, le contact visuel était une invitation, répondre, c'était la guerre. Il sentit les doigts de Lena s'enrouler autour des siens. Elle savait toujours quand se taire. Tu sais, dit Dal en le regardant maintenant, peut-être que si ton vrai père était resté dans les parages, tu aurais une idée de comment être un homme. Les mots brûlaient. Caleb n'a pas pleuré. Pas ici. Pas devant lui. Stephanie bougea, faillit dire quelque chose, mais ne le fit pas. Dal renifla et se dirigea vers le réfrigérateur. De toute façon, il n'y a rien à manger dans ce dépotoir. Caleb expira lentement et doucement, puis baissa les yeux sur Lena. Elle cligna des yeux, les yeux écarquillés, poupée oubliée. Il s'accroupit et lui murmura à l'oreille, « C'est bon, Bug. Je nous tiens. » Elle hocha la tête, petite et solennelle, un secret caché entre eux. Cette nuit-là, alors que les ronflements de Dal résonnaient dans la chambre et que leur mère était assise sur le canapé, le regard vide, Caleb couvrit Lena de la seule couverture propre et se blottit à côté d'elle sur le sol, son épaule contre la sienne, sa paume contre son dos, l'écoutant respirer. Le clair de lune traversait les stores par éclats. Dans ce silence, il lui fit la promesse de ne pas parler à voix haute, que quoi qu'il arrive, elle ne serait jamais seule dans cette maison. Pas dans le noir. Pas tant qu'il respirait encore. Et même si personne ne le lui disait, il serait sa sécurité, même si le monde ne le lui rendait jamais. La chaleur ce jour-là n'a pas bourdonné. Ça sifflait. Les fenêtres gémissaient sous le poids. L'air à l'intérieur de l'appartement collait à la peau comme un tissu mouillé. Caleb se tenait près de l'évier, les mains enroulées autour d'une tasse ébréchée, observant le lent écoulement du robinet comme s'il allait lui répondre. Lena était affalée sur la moquette décolorée du salon,
fredonnant tout en poussant un crayon d'avant en arrière sur la même tache de papier. Ne chante pas si fort, Bug, a appelé Caleb. Dal dort. Elle ne répondit pas, se contentant de chuchoter. C'était leur rythme calme, celui qui survient lorsque le monde derrière votre fenêtre ne semble pas sûr à regarder. Caleb avait 12 ans, mais ses épaules lui faisaient mal comme quelqu'un 2 fois plus âgé, à force de trop tenir, de ne jamais savoir quand tout pourrait s'effondrer. La porte d'entrée s'ouvrit plus fort que d'habitude. Stéphanie entra la première, la clavicule en sueur, les cheveux attachés en arrière dans une pince qui ne tenait plus grand-chose. Son sac pendait comme un poids. Et Dal. Dal le suivit, chemise à moitié boutonnée, lunettes de soleil toujours sur la maison. Cette expression sur son visage celle qui fit nouer l'estomac de Caleb. Sortez-la du sol, marmonna Dal en désignant Léna. Elle dessine, dit doucement Stéphanie. Dans mon salon. Caleb se déplaça rapidement, soulevant Léna, même si elle protesta doucement. Nous étions silencieux, a-t-il proposé. La bouche de Dal se contracta. Toujours une excuse. Il attrapa une bière dans le réfrigérateur, sans les regarder ni l'un ni l'autre. Stéphanie a laissé tomber son sac à main. On ne le fera pas aujourd'hui, d'accord? Ne faisons pas quoi, il a demandé. Ne prétendons pas que ce sont vos enfants qui dirigent cet endroit. Ne continuons pas à agir comme si je n'étais pas le seul putain d'adulte ici à avoir un travail qui compte. La bouche de Stéphanie s'ouvrit, mais rien ne sortit. Cette nuit-là, l'air ne s'est pas refroidi. La chaleur s'est simplement installée plus profondément, comme si elle aussi avait décidé de ne pas partir. Dal restait éveillé à regarder la télévision, bruyamment, en insultant les publicités. Caleb a emmené Léna dans leur chambre plus tôt, essayant de la faire taire, même si elle voulait danser. Elle tournait, petite main levée, riant de rien et de tout. Chut, murmura-t-il encore. Tu vas le réveiller. Mais elle n'entendait pas, ou alors elle s'en fichait. Ou peut-être qu'à 3 ans, vous pensez encore que l'amour est plus fort que la peur. Puis, trop vite pour qu'il puisse l'arrêter, la porte s'ouvrit à la volée. Dal se tenait dans le cadre, les épaules comme un mur. Je t'ai dit de la faire taire, grogna-t-il. Elle jouait juste, dit Caleb en se dirigeant vers Léna. Mais Dal la rejoignit le premier. Il la poussa fort. Elle tomba en arrière, son petit corps heurtant le bord en bois de la table basse avec un bruit sourd et épais, le bruit de quelque chose qui ne devrait pas se plier de cette façon. Le temps s'est effondré. Caleb cligna des yeux et, soudain, la pièce n'était plus une pièce. C'était le feu. C'était du sang, du silence et du souffle qu'il ne parvenait pas à trouver. Léna était allongée, ne pleurant pas, ne bougeant pas. Elle ira bien, marmonna Dal en reculant. Caleb tomba au sol. Léna? Il lui secoua doucement l'épaule. Ses yeux papillonnèrent mais ne s'ouvrirent pas. Elle a besoin d'un médecin, il a pleuré. Dal se moqua. Tu dois grandir. Cette petite gosse est toujours sous les pieds. Peut-être que maintenant elle apprendra à écouter. Tu lui as fait mal. Elle a couru vers la table. Elle est maladroite. Les enfants font des bêtises. Tu l'as bousculée. Dal se pencha. Et tu vas garder ta bouche fermée. Tu dis n'importe quoi et ils vont vous séparer. Vous pensez qu'une famille d'accueil va vous garder ensemble? Vous pensez qu'ils vont laisser un garçon de 12 ans élever un enfant en bas âge? Vous allez la perdre. Caleb sentit le sol s'incliner sous lui. Elle est tout ce que j'ai, dit-il. Et tu n'es rien sans moi, a lancé Dal. Ta mère a besoin de moi. Tu dois arrêter de te gêner. Caleb le regarda et, pour la première fois, il ne détourna pas le regard. Elle ne respire pas bien, murmura-t-il. Dal se retourna, ouvrant déjà une autre bière. C'est alors que Caleb s'est levé. Il se dirigea vers Léna, l'enveloppa dans la couverture du canapé où une polaire douce et usée par trop de lavage et la souleva avec précaution dans ses bras. Sa tête reposait contre sa poitrine, le souffle court et la peau chaude. Il n'a pas mis de chaussures, n'a pas apporté de téléphone. Il vient de quitter la porte, descend les marches et se retrouve dans la bouche ouverte de l'été. Personne ne l'a arrêté. Le monde, comme toujours, a détourné le regard. Il a marché 4 pâtés de maison avant que ses bras ne commencent à trembler. Léna se sentait plus lourde à chaque pas. Le soleil lui brûlait la nuque. Les voitures passaient sans ralentir. Il n'a pas pleuré.
Il ne pouvait pas se le permettre. Il est arrivé à une station-service et est entré pour demander de l'aide. Le caissier, un adolescent au regard ennuyé, les a examinés et a dit « Pas de téléphone ». Politique du magasin. Caleb déglutit difficilement. Elle a 3 ans. Elle s'est cogné la tête, s'il vous plaît. Le garçon haussa les épaules. Essayez l'hôpital. Alors, il a encore marché. Quelque part à la périphérie de la ville, il est passé devant un panneau indiquant « Dans un monde plein de bruit, soyez l'endroit tranquille pour quelqu'un ». Il murmura à l'oreille de Lena des histoires sur des crêpes qui ressemblaient à des étoiles, sur leur mère quand elle chantait dans la cuisine, sur un jardin qu'il n'avait pas mais qu'il pourrait un jour. Au coin d'une rue, une vieille femme avec un déambulateur l'a repéré et lui a crié « Chérie, tu as besoin d'aide ?» Il se tourna, hésitant. Elle jeta un coup d'œil à Lena et lui fit signe. « Viens t'asseoir. Laisse-moi voir. » Il s'est assis sur son porche. Elle toucha le front de Lena et fronça les sourcils. « Je ne peux pas conduire, dit-elle. Mais je peux vous donner 20 $. La clinique est à 10 minutes d'ici si vous courez. » Caleb leva les yeux, surpris. Elle sourit doucement. « J'ai aussi eu des enfants. Et des petits-enfants. Je sais à quoi ressemble le désespoir quand il a un visage courageux. » Il hocha la tête. « Merci, murmura-t-il. Vous faites ce qui est bien avec elle, dit la femme. » Alors que Lena se pressait contre lui et que le monde remarquait enfin leur existence, Caleb s'enfuit. Pas loin de quelque chose, mais vers lui. Vers l'aide, vers la guérison, vers le genre de silence qui ne blesse pas mais qui écoute. La chaleur montait du trottoir comme si elle avait quelque chose à dire. Il scintillait au loin, transformant les voitures en mirages et les panneaux d'arrêt en fantômes. Les bras de Caleb Moore tremblaient sous le poids de sa petite sœur, mais il ne la bougeait pas. Lena était lourde et chaude contre sa poitrine, le souffle court, les boucles emmêlées de sueur. Elle n'avait pas émis un son depuis 20 minutes, pas depuis la chute. Le soleil était haut et blanc, le genre de chaleur qui donnait à l'air une sensation de punition. Il avait 12 ans et était pieds nus. Le trottoir sous lui était brûlé. À chaque pas, cela brûlait davantage. Mais il ne s'est pas arrêté. Il croisa un homme à vélo qui ralentit juste assez pour regarder, puis pédala plus vite, la tête tournée. Une femme promenait son chien de l'autre côté de la rue. Elle jeta un coup d'œil, les lèvres entr'ouvertes comme si elle allait demander quelque chose, mais elle ne le fit pas. Elle monta le volume de son téléphone et continua de marcher. Caleb ne leur a pas reproché. Les gens avaient des vies, des horaires, des raisons. Pourtant, ça piquait. « Je t'ai eu, Bug » murmura-t-il à Lena, dont la tête s'appuyait doucement contre sa clavicule. « Je t'ai eu, quoi qu'il arrive. » Les mots ressemblaient à quelque chose que sa mère avait l'habitude de lui répondre lorsque les choses n'étaient pas si brisées. Il tourna sur Belmont Avenue. Il y avait 3 pâtés de maison jusqu'à la clinique la plus proche. Il les avait comptés une fois, lorsque maman avait eu besoin d'antibiotiques. 3 pâtés de maison, pas d'ombre, un arrêt de bus. Il se souvenait d'être assis là, les jambes trop courtes pour pendre, regardant d'autres enfants avec leur père acheter des glaces de l'autre côté de la rue. Désormais, plus personne ne distribuait de glace, juste le soleil, impitoyable et large. Ses pieds commençaient à avoir des ampoules. Il essaya de marcher sur les parcelles d'herbe au bord de la route, mais même celles-ci étaient séchées jusqu'à l'état d'aiguille. Lena gémit une fois, puis se tut à nouveau. Le silence lui faisait plus peur qu'autre chose. Il est passé devant un centre commercial. L'enseigne indiquant un lieu d'encaissement de chèques s'ouvrit au néon rouge. Même si la porte était verrouillée, un homme derrière le comptoir leva les yeux et regarda Caleb essayer d'ouvrir la porte. Il n'a pas bougé pour aider. Caleb appuya son front contre la vitre pendant un moment juste pour sentir quelque chose de frais. Puis il a continué. Ses bras étaient devenus engourdis, mais il ne s'arrêta pas. Chaque respiration lui donnait l'impression de gratter ses côtes. La sueur coulait le long de sa colonne vertébrale en ruisseaux réguliers. Il passa devant un dépanneur et entra. Le souffle de la climatisation le fit halter. L'employé, un jeune homme aux cheveux hirsutes et au visage qui semblait ne pas avoir dormi depuis des jours, leva à peine les yeux. « Nous n'autorisons pas le flânage. »« Je ne flâne pas, » dit Caleb, trop faible pour paraître en colère. « Elle est blessée. » L'employé cligna des yeux. « Vous avez besoin d'une ambulance. » Caleb secoua la tête. « Pas de téléphone. »
Puis-je juste utiliser le vôtre pendant une seconde? L'homme l'examina. Je ne peux pas. Le manager va m'amarrer. Caleb resta là un moment de plus, tenant Lena comme si elle risquait de s'envoler s'il ne le faisait pas. Puis il s'est retourné et est parti. Derrière lui, les portes automatiques se fermaient en chuchotant. De nouveau dehors, la chaleur frappa comme une gifle. Il tourna dans la rue suivante, H. La clinique n'était plus loin maintenant. Peut-être encore 6 minutes. 7 sommets. Tu te souviens de cette mare au canard que nous avons vue dans le livre? Murmura-t-il à Lena. Nous y irons un jour. Je te laisse jeter de la chapelure. Aucune réponse. Un souvenir surgit d'un endroit ancien. Leur mère chante Tu es mon soleil dans la cuisine. Elle faisait tourner Lena en rond jusqu'à ce que le bébé éclate de rire. À l'époque où ses yeux ne brillaient pas toujours de fatigue. À l'époque où Caleb croyait encore que les adultes réparaient les choses. Il a traversé devant une église. Les marches étaient larges et blanches, tachetées de déjections d'oiseaux et de chaleur. Un panneau extérieur disait « La gentillesse est le langage que les sourds peuvent entendre et les aveugles peuvent voir ». Il s'est arrêté. Il n'en avait pas l'intention. Ses genoux fléchirent. Il se laissa tomber sur les marches en béton, serrant Lena plus fort, la poitrine haletante. Les larmes ont brouillé le signe. Sa gorge était épaisse de poussière, de chagrin et de rage dont il ne savait pas quoi faire. Une porte grinça. Une voix grave, vieille, douce. « Fils ?» Il leva les yeux. Une femme se tenait sur le pas de la porte, peut-être dans la soixantaine, peut-être plus âgée. Ses cheveux étaient tirés en chignon bas, sa robe bleu pâle. Elle tenait une Bible dans une main et un jeu de clés dans l'autre, les yeux plissés à cause de la lumière. « Est-ce qu'elle respire ?» elle a demandé. Il hocha à peine la tête. « Viens, dit-elle rapidement. » Il la suivit à l'intérieur. Le hall sentait la cire à bois et le citron. Elle le conduisit vers un canapé juste au-delà du sanctuaire et lui fit signe d'allonger Lena. Puis elle disparut et revint avec un linge humide et une bouteille d'eau. « Vous avez de la famille à proximité ?» elle a demandé. Il secoua la tête. « Personne qui puisse aider. » Elle pressa le tissu contre le front de Lena. « Quel est ton nom ?»« Caleb. »« Et la sienne ?» ?»« Lena. » « Elle a 3 ans. » La femme hocha la tête comme si elle les connaissait déjà. « Je vais appeler la clinique, dit-elle. Ils sont juste en bas de la rue. Je vais demander à quelqu'un de vous rencontrer devant. » Elle s'est cogné la tête. Caleb a murmuré, « C'est mauvais. » « Je sais, » dit la femme. Caleb baissa les yeux sur ses pieds, boursouflés, rouges, à vif. Elle n'a rien fait de mal. Je te crois. Ces mots ont ouvert quelque chose en lui. Je ne savais pas quoi faire d'autre, a-t-il déclaré. Je viens de marcher. Elle s'assit à côté de lui. Parfois, marcher est la chose la plus courageuse. Il ferma les yeux. Le calme autour d'eux n'était pas pesant. C'était doux. Les gens détournaient le regard, dit-il au bout d'un moment. Parfois, regarder signifie ressentir, et certaines personnes ont trop peur pour ressentir. Mais j'ai 12 ans, dit-il. Et je n'avais pas peur. Elle tendit la main et posa doucement sa main sur la sienne. Alors tu es déjà plus un homme que la plupart des autres. Dehors, un moteur tournait au ralenti. Elle se leva et ouvrit la porte. Une camionnette de clinique attendait sur le trottoir. Le chauffeur sortit, l'air sérieux mais gentil. Alors que la femme aidait Caleb à soulever Lena, elle le regarda dans les yeux et dit, « Tu ne l'as pas laissé tomber, Caleb. Tu as traversé le feu pour l'amener ici. » Il déglutit difficilement et hocha la tête. Avant de monter dans la camionnette, il se tourna une dernière fois vers elle. « Pourquoi m'as-tu aidé ?» Elle sourit. « Parce que quelqu'un ne l'a pas fait une fois, et j'ai promis de ne plus jamais faire la même chose. » Puis la porte s'est fermée et la camionnette s'est éloignée, laissant derrière elle les empreintes d'un garçon sur le ciment chaud, petite, nue et brûlante d'amour. La clinique sentait le désinfectant et la vieille peinture. Une infirmière derrière la vitre parlait dans son casque tout en griffonnant quelque chose avec un stylo mâché. Le hall était plein. Des bambins malades s'accrochant à des parents fatigués. Un vieil homme tousse doucement dans un coin. Une femme pressant une compresse froide sur sa joue en serrant la main. Au début, personne n'a remarqué le garçon. Caleb se tenait juste à l'intérieur des portes coulissantes en verre,
ses bras étroitement enroulés autour de Léna, sa tête appuyée contre sa poitrine, son visage rouge de fièvre et évanoui. Sa chemise lui collait à cause de la sueur et de la poussière, et ses pieds, rouges, craquelés, boursouflés, le maintenaient à peine debout. Il s'approcha du comptoir. L'infirmière leva brièvement les yeux. « J'ai besoin d'aide, dit Caleb. » Sa voix semblait venir du fond d'un puits. L'infirmière fronça les sourcils. « Où sont tes parents ? » « Elle a 3 ans, murmura-t-il. Elle s'est cogné la tête. Elle ne se réveille pas vraiment. J'ai posé des questions sur tes parents. Je ne sais pas où est ma mère. S'il te plaît, juste, elle a besoin d'un médecin maintenant. » Les yeux de l'infirmière s'attardèrent un instant sur Léna, sur le petit corps mou, sur le bleu près de sa tempe, mais sa voix ne s'adoucit pas. « Nous avons besoin d'un tuteur adulte, de quelqu'un pour signer les formulaires, des informations d'assurance. Sans cela, nous... » « Elle est en train de mourir. » cria Caleb. La salle d'attente s'immobilisa. Le vieil homme toussa encore une fois, puis se tut. Même le stylo de la réceptionniste ne bougeait plus. « Elle brûle, ajouta Caleb, plus doucement maintenant. Elle ne peut pas parler. Elle ne pleure même pas. » L'infirmière hésita. Sa bouche bougea, incertaine. Et puis une voix, mesurée, calme, incontestablement autoritaire, s'éleva derrière eux. « Aidez-la. » Tous les regards se tournèrent. Un homme de grande taille se tenait près de l'entrée, encadré par l'éclat du soleil extérieur. Il portait un costume gris anthracite et une autorité discrète. Sa cravate était desserrée, sa veste en bandoulière, comme s'il n'avait pas eu l'intention de s'arrêter ici. Mais quelque chose l'a fait. Ruth Nathaniel. La plupart des gens le connaissaient de nom, quelques-uns de visage. L'homme qui a construit la moitié des refuges de l'État, le milliardaire qui n'a jamais accordé d'entretien, un veuf avec un manoir mais sans famille. Un homme qui est resté seul jusqu'à ce qu'il ne le fasse pas. Maintenant, il s'avança, les yeux rivés sur l'enfant dans les bras de Caleb. « Elle n'a pas besoin de formulaire, a-t-il déclaré. Elle a besoin d'aide maintenant. » L'infirmière cligna des yeux. « Monsieur, je vais payer, dit-il simplement. Facturez-moi pour tout. Emmenez-la, s'il vous plaît. » 2 mots, la première fois, sa voix se brisa. L'infirmière se leva sans ajouter un mot et disparut par une porte battante. Un instant plus tard, une équipe émergea. Une civière, des gants, une urgence tranquille. L'un d'eux tendit la main vers Léna. « Non, » murmura Caleb en resserrant sa prise. Une infirmière s'agenouilla devant lui. « C'est bon, chérie. Tu peux marcher juste à côté d'elle. »« Je ne veux pas qu'elle soit seule, » a-t-il déclaré. Nathaniel se déplaça à côté de lui, s'accroupit à son niveau. Il ne l'a pas touché. Il ne parla pas au début, attendant juste que Caleb croise son regard. « Tu l'as portée jusqu'ici » demanda doucement Nathaniel. Caleb hocha la tête. « Elle n'était pas censée tomber, » a-t-il déclaré. Il l'a poussée et je ne l'ai pas arrêtée. Vous l'avez protégée, dit Nathaniel. Vous l'avez amenée ici. C'est la seule chose qui compte maintenant. Je n'ai personne d'autre. Vous le faites maintenant. La civière bougea. Caleb le suivit, une main sur la rampe. Nathaniel regarda jusqu'à ce que les portes se ferment, puis se tourna vers le comptoir. Je la veux dans la meilleure chambre que tu as, dit-il. Pas de retard, pas de questions. L'infirmière hocha la tête, stupéfaite. Oui, monsieur. Il se tourna pour s'asseoir, puis s'arrêta, remarquant quelque chose sur le sol. Une seule chaussette rose, minuscule, à l'envers, salie par la route. Il se pencha lentement et le ramassa, lissant le tissu entre ses doigts comme si c'était quelque chose de sacré. Il s'y est accroché. 1 heure s'est écoulée. Caleb était assis dans une chambre froide avec des lumières tamisées et un distributeur automatique qui lui a mangé son dernier dollar. Nathaniel attendait à côté de lui, ne lisant rien, ne disant rien à moins qu'on lui parle. À un moment donné, Caleb a murmuré, « Elle aime les céréales aux fraises. Celle avec les guimauves. » Nathaniel hocha la tête. « Et elle déteste les bruits forts. Elle pleure quand quelqu'un claque une porte. Je m'en souviendrai. » Ils restèrent assis en silence. Puis Caleb dit si doucement qu'il avala presque les mots. « Il m'a dit que si je disais quelque chose, il l'emmènerait. Que nous serions séparés. »
Nathaniel ne répondit pas tout de suite. Il inspira puis se pencha en avant. Mon père me disait quelque chose de similaire, que personne ne croirait un enfant, que je devrais être reconnaissant qu'il ne soit pas parti. Caleb leva les yeux, surpris. Il t'a frappé. La mâchoire de Nathaniel se serra. Pas là où ça se voyait. Ils étaient de nouveau silencieux, mais pas du même genre de calme. Ni lourd, ni vide. Commun. Un médecin entra. Elle parla d'une voix douce. Commotion cérébrale, déshydratation, traumatisme crânien mineur. Mais Léna irait bien. Elle aurait besoin de repos, de surveillance, de temps. Elle a demandé son frère, ajouta le médecin en souriant. Caleb fondit en larmes silencieuses. Nathaniel se tenait tranquillement, glissant un mouchoir dans sa main. Plus tard, ils se tinrent à côté du lit de Léna. Elle avait l'air si petite sous les draps, du lierre collé sur sa main, des boucles humides et en désordre. Caleb était assis à côté d'elle, ses doigts caressant les siens. « Ça va aller ?» il a demandé. Nathaniel hocha la tête. « Elle est forte comme son frère » murmura Caleb. « Merci » a-t-il ajouté pour ne pas s'éloigner. Nathaniel ne répondit pas un instant. Il regarda Léna, quelque chose d'illisible dans ses yeux. « J'ai failli le faire » a-t-il admis. « Je suis venu ici pour une raison différente. Une réunion à laquelle je ne voulais pas assister. J'allais annuler et faire demi-tour. Puis je t'ai vu. Pourquoi as-tu arrêté ?» La voix de Nathaniel baissa. « Parce que je sais à quoi ça ressemble quand quelqu'un s'effrite et que personne n'intervient. » Caleb le regarda, les yeux écarquillés. « Je ne le laisserai plus s'approcher d'elle, dit férocement le garçon. Tu n'auras pas à le faire, dit Nathaniel en se redressant. Dites-moi tout, la vérité. Même si c'est laid, je m'en occupe. Caleb hésita, puis commença à parler. Il parlait de tout, des bleus, des menaces, de la peur silencieuse qui ne quittait jamais leur cuisine, et du moment où Léna tombait et ne pleurait pas. Nathaniel ne l'interrompit pas une seule fois. Quand Caleb eut fini, sa voix épuisée, Nathaniel dit seulement ceci, tu n'as jamais été censé porter ça seul. Et pour la première fois depuis longtemps, Caleb a laissé quelqu'un d'autre supporter le poids, ne serait-ce qu'un petit peu. Le couloir à l'extérieur de la salle de réveil de Léna était peint d'un beige terne, le genre de couleur qui n'offense pas, mais qui ne réconforte pas non plus. Caleb était assis affalé sur une chaise trop grande pour lui, ses jambes balançant au-dessus du sol, le tissu de son jean raidi par la sueur et la poussière. En face de lui, Nathaniel Rhodes se penchait en avant sur une chaise rembourrée, les coudes sur les genoux, observant le garçon avec une patience qui semblait méritée. Ni l'un ni l'autre n'avait dit grand-chose au cours des 10 dernières minutes. Le silence n'était cependant pas inconfortable. C'était comme le silence qui suit une tempête quand on ne sait pas si elle est encore finie, mais que le vent s'est enfin arrêté, faisant trembler les fenêtres. Caleb tourna la tête vers la fenêtre au bout du couloir. Il pouvait voir un morceau de ciel s'adoucir jusqu'au crépuscule. « Elle dit toujours que le ciel est rose quand les anges se brossent les cheveux », murmura-t-il. Nathaniel regarda. On dirait une poète. Elle n'a que 3 ans, Caleb haussa les épaules. Mais parfois, elle dit des choses qui ressemblent à de la musique. Nathaniel sourit faiblement, puis baissa les yeux sur ses mains. Il tenait à nouveau la chaussette, celle qui était tombée du pied de Léna pendant la promenade. Il n'avait pas eu l'intention de le garder, mais il ne l'avait pas non plus lâché. « Je ne pensais pas que quiconque nous aiderait, » dit Caleb après un moment, d'une voix faible. « Pourquoi donc » demanda doucement Nathaniel. Caleb haussa encore les épaules, mais sa gorge se serra. « Les gens ne le font pas. Ils regardent. Ils passent. Ils se retournent. » Nathaniel ne s'est pas précipité pour remplir l'espace. Caleb le regarda alors. « Vraiment regarder. Pourquoi tu ne l'as pas fait ?» La question restait là comme de la vapeur s'élevant de l'asphalte. Il avait parfaitement le droit de le demander. Nathaniel inspira lentement, choisissant ses mots avec soin. « Parce que je me voyais en toi. Il y a longtemps, j'étais seul, je tenais trop, et personne ne se tournait vers moi. » Caleb fronça les sourcils. « Ce qui s'est passé ?» Nathaniel fit une pause, puis répondit, « Quelqu'un aurait dû intervenir, mais il ne l'a pas fait, et pendant longtemps, j'ai cru que cela signifiait que je n'avais pas d'importance. » Le garçon l'observa. « Tu es riche. Tu as tout. » « J'ai des choses, corrigea doucement Nathaniel. « Mais les choses ne sont pas la même chose que la paix,
la présence ou la sécurité. Il y eut une pause tranquille. Puis Caleb a demandé, « Est-ce que tu t'es déjà amélioré ?» Nathaniel croisa son regard. Seulement quand j'ai arrêté de prétendre que je n'avais pas besoin des autres. La porte de la chambre de Lena s'ouvrit légèrement et une infirmière en sortit. « Elle dort, murmura-t-elle. Tu peux t'asseoir avec elle maintenant si tu le souhaites. » Caleb se leva, déjà en mouvement. « Je serai là, dit Nathaniel. » À l'intérieur de la pièce, Lena était recroquevillée sous une couverture bleu pâle, un bras posé au-dessus de sa tête. Les machines bipèrent doucement. Caleb grimpa sur la chaise à côté d'elle, attrapa sa petite main et l'entoura de ses doigts. Elle ne s'est pas réveillée, mais ses doigts ont tremblé. Il sourit à travers ses larmes. « Je t'avais dit que nous y arriverions, murmura-t-il. » Il resta assis avec elle pendant près d'une heure, regardant sa poitrine monter et descendre. À un moment donné, il a fredonné la chanson que leur mère chantait lorsqu'elle pliait le linge fausse, calme, mais pleine de souvenirs. Lorsqu'il revint dans le couloir, Nathaniel se leva. « Tu es prêt? Où allons-nous? » « Ma voiture est en bas. J'ai pensé que nous pourrions nous arrêter quelque part et te nettoyer. Un vrai repas si ça te va. » Caleb hésita. « Je ne veux pas la quitter. Elle sera là toute la nuit, surveillée et en sécurité. » Le garçon avait l'air déchiré. Puis il hocha lentement la tête. Nathaniel le conduisit à une élégante berline noire garée près de l'entrée des secours. C'était comme entrer dans un monde différent, les sièges en cuir, le doux jazz diffusé par les haut-parleurs, le doux bourdonnement du confort. Caleb se laissa tomber sur la banquette arrière, clignant des yeux vers le plafond. « Cette voiture sent l'orange. »« Cèdre et agrumes, » dit Nathaniel. « Ça me rappelle la cuisine de ma grand-mère. Elle gardait des écorces d'orange sur le rebord de la fenêtre. »« C'est bizarre, » dit Caleb. Mais il sourit. « Je pense que je l'aurais aimé. »« Elle t'aurait aimé, » répondit Nathaniel. Ils roulèrent dans un silence convivial. Lorsqu'ils atteignirent la maison d'hôte que Nathaniel avait aménagée modeste mais chaleureuse, avec une balançoire et deux petites pièces, Caleb la regarda comme si elle allait disparaître. « Je peux rester ici ?» il a demandé. « Pour l'instant, jusqu'à ce que nous sachions quelle sera la prochaine étape. » Nathaniel ne mentionna pas l'avocat qu'il avait déjà appelé, l'assistante sociale à qui il avait laissé 3 messages vocaux, ni le serment discret qu'il avait fait de ne plus jamais laisser Dal s'approcher du garçon. À l'intérieur, Caleb prit une douche. La vapeur a embué le miroir et il est resté sous l'eau chaude plus longtemps qu'il ne l'aurait voulu. Quand il sortit, il y avait des vêtements frais posés sur le lit, un t-shirt doux, un pantalon de survêtement et même des chaussettes. Il a changé lentement. Dans la cuisine, Nathaniel remuait quelque chose sur la cuisinière. « Je ne mange pas vraiment beaucoup, » dit Caleb en jetant un coup d'œil. « Bien, » répondit Nathaniel. « Ce ne sera pas grand-chose. Juste de la soupe et des toasts. » Caleb était assis à table, le bois chaud sous ses doigts. Il n'a pas parlé pendant qu'il mangeait, mais à mi-chemin, il a dit, « La plupart des adultes disent qu'ils seront là, et puis ils ne le sont pas. » Nathaniel hocha la tête. « Je sais. Tu es le deuxième à ne pas se détourner. » Qui était le premier? Caleb réfléchit un long moment. Une femme devant une église. Elle m'a donné $20 et un sac de glace. Elle m'a dit que je n'étais pas obligé de la porter seule. Les yeux de Nathaniel s'adoucirent. « Tu ne l'as pas fait? » « Je pensais l'avoir fait. »« Je connais ce sentiment, » a-t-il déclaré. « Comme si tu ne tiens pas tout, personne d'autre ne le fera. »« Ouais, » murmura Caleb. Après le dîner, Nathaniel a proposé le canapé, mais Caleb a choisi le tapis dans la chambre vide de Lena. Il étendit la couverture et s'allongea dos à la porte. Avant que Nathaniel n'éteigne la lumière, il demanda, « Puis-je laisser la lumière du couloir allumée ?» Bien sûr. La lumière est restée allumée toute la nuit. Et Caleb dormit pour la première fois depuis des semaines. Pas de cauchemar, pas de cris à travers les murs minces, juste le bourdonnement d'une maison calme, la lumière d'un couloir et le fait de savoir que quelqu'un était resté. Pas pour le spectacle, pas par pitié, mais parce qu'ils l'ont choisi. Dans le calme, ce choix est devenu une promesse. Le deuxième adulte de sa vie qui n'avait pas détourné le regard serait peut-être le premier à rester. Les lumières de l'hôpital avaient cette douce lueur laiteuse qui rendait tout moins urgent qu'il ne l'était. Mais Caleb savait qu'il y avait urgence. Il avait vécu avec elle sous son toit, à côté de son souffle. Lena se rendormit, les joues pâles mais paisibles.
Une infirmière avait dessiné un ours en peluche sur l'écran de son écran. Elle avait traité Lena de petite guerrière, et Caleb avait presque pleuré en voyant avec quelle douceur elle avait dit cela. Mais en dehors de sa chambre, le monde réel ne s'était pas adouci. C'était encore tranchant, rempli d'adultes qui avaient besoin de formulaires, de preuves et de voix plus fortes qu'un garçon de 12 ans ne pouvait donner. Nathaniel se tenait à côté d'un poste d'infirmière, le téléphone collé à l'oreille, la voix basse et mesurée. Oui, je connais le protocole de garde à vue. Non, je ne fais pas partie de la famille. Pas légalement, mais il est en danger. Ils le sont tous les deux. J'ai déjà un avocat sur l'affaire. Caleb le regardait. Cet homme grand et calme qui n'avait pas bronché depuis leur rencontre. Il n'avait pas demandé de trame de fond. Il n'avait pas dit « Êtes-vous sûr que c'est ce qui s'est passé ?» Au lieu de cela, il avait dit « Raconte-moi tout » et il le pensait sincèrement. Mais maintenant, même avec un avocat, même avec des factures entièrement payées, il manquait quelque chose. Quelque chose que Caleb ne savait pas nommer. Preuve. Le lendemain matin, Caleb s'assit à la petite table près du lit de Lena. Elle était réveillée maintenant, mangeant lentement du yaourt, toujours faible, et ne parlant toujours pas beaucoup. Elle lui tendit un morceau de papier froissé et déchiré sur les bords. Sur celui-ci, un dessin, 4 bonhommes allumettes. 2 grands, l'un tenant une bouteille à la main, l'air renfrogné. Un plus petit avec des cheveux bouclés posé à côté de quelque chose de pointu et déchiqueté. Peut-être une table. Et encore un personnage, un garçon avec des larmes provenant de 2 points. Caleb le regarda. Il savait exactement ce que c'était. Bug, murmura-t-il. Elle montra le papier, puis les 4 qu'elle tenait à la main. Il a fait ça, a-t-elle déclaré. Seulement 3 mots, mais ils brûlaient dans l'air comme la fumée d'une fusée éclairante. Nathaniel entra à ce moment-là, tenant un café. Bonjour, salua-t-il gentiment, puis il s'arrêta lorsqu'il vit le dessin. Caleb le tendit. Elle a juste dit, il a fait ça. Nathaniel prit le papier avec précaution, ses doigts effleurant ceux de Caleb. Personne dans cette maison ne me croira, a déclaré Caleb. Ils diront que j'invente ou que je la protège. Nathaniel s'assit. Et si nous ne leur demandions pas de vous croire? Caleb avait l'air confus. J'ai demandé à un détective privé de se rendre dans votre immeuble aujourd'hui, a déclaré Nathaniel. Certains voisins pourraient parler, mais plus important encore. Il fit une pause. Certaines maisons de ce lotissement, dont la vôtre, ont été équipées de sonnettes intelligentes l'année dernière. Capteurs de mouvement, archives vidéo. Les yeux de Caleb s'écarquillèrent. Tu penses qu'il a vu? Je pense que c'est possible, a déclaré Nathaniel. Et sinon celui-là, peut-être celui d'un autre voisin. Parfois, la vérité réside dans les choses que personne ne remarque. Caleb agrippa le bord de la table. Si nous avions une vidéo? Nous le saurons, a déclaré Nathaniel. Puis, plus doucement, nous le saurons. Tu as déjà dit la vérité. Il est temps que quelqu'un t'aide à le prouver. Cet après-midi-là, tandis que Lena se reposait et que Caleb somnolait à côté d'elle, un bras enroulé autour de sa petite silhouette, Nathaniel sortit pour rencontrer l'enquêteur. C'était une femme bourrue d'âge moyen nommée Carole, dont la démarche à elle seule commandait l'autorité. C'était le genre de démarche qui disait « Écartez-vous de mon chemin », sans avoir besoin de prononcer un mot. Elle lui tendit une clé USB. Cela vient de l'unité de l'autre côté de la cour, a-t-elle expliqué. Il a capté des mouvements et du son depuis la fenêtre de votre garçon le jour en question. Les images sont nettes. Aucune falsification. Carole regarda Nathaniel bien en face. C'est mauvais, mais ça suffit. Elle hésita avant d'ajouter, il a de la chance d'avoir couru quand il l'a fait. Nathaniel hocha la tête, même si son visage resta immobile, le genre d'immobilité qui vient d'années passées à apprendre à cacher ses émotions. Mais à l'intérieur, il ressentit une montée de fureur, de soulagement et quelque chose de plus lourd que les deux, le chagrin. Chagrin qu'il ait fallu en arriver là, qu'un enfant doive saigner pour être cru. Il prit le volant et se retourna pour rentrer à l'intérieur. Carole l'arrêta, sa voix s'adoucissant. Ce gamin, a-t-elle commencé, j'ai vu beaucoup de choses, mais la façon dont il la portait dans cette séquence, il n'arrêtait pas de dire, reste éveillé, insecte. Nous y sommes presque. Reste avec moi, encore et encore. Nathaniel hocha la tête une fois, sa voix étant à peine un murmure. Je sais. De retour dans la chambre d'hôpital,
Nathaniel attendit que Caleb soit réveillé et que Léna colorie tranquillement un livre d'autocollant papillon. Puis il tendit la clé USB au garçon. « Nous l'avons », a déclaré Nathaniel. Cela montre ce qui s'est passé. La bouche de Caleb s'ouvrit légèrement. « Tu l'as vu » Nathaniel hocha la tête. « Le monde entier le fera, si vous le souhaitez. » Caleb fixait le petit rectangle en plastique, comme s'il s'agissait d'une bouée de sauvetage. Puis il murmura, « Est-ce que ça l'arrêtera » ? Cela va lancer le processus, répondit Nathaniel. Police, tribunal, ordonnance de non-communication, détention préventive. Votre histoire n'est plus que des mots. Je n'ai plus peur de lui, dit Caleb, la voix ferme mais les yeux remplis d'incertitude. Mais j'ai peur qu'il s'en moque. Nathaniel s'accroupit à côté de lui et posa une main sur son épaule. Je m'en soucie. C'est un. L'avocat s'en soucie. Cela fait deux. Et quand nous leur montrerons ceci votre vérité, son dessein, cette cassette, les autres s'en soucieront aussi. Caleb resta silencieux pendant un long moment. Finalement, il parla, sa voix à peine audible. Tu penses que maman le savait ? Nathaniel cligna des yeux, confus. Tu savais quoi ? À quel point c'était grave avec Dal ? La voix de Caleb frémit alors qu'il posait la question qui lui pesait. Nathaniel réfléchit un instant à la question. Je pense qu'elle se noyait peut-être aussi. Certaines personnes ne peuvent pas appeler à l'aide lorsqu'elles sont sous l'eau. Caleb hocha lentement la tête, absorbant les mots. Alors que se passe-t-il maintenant ? Nathaniel regarda Léna, sa petite forme recroquevillée dans un repos paisible. Maintenant, nous la laissons se reposer. Nous laissons l'avocat travailler et nous attendons. Mais vous n'attendrez pas seul. Caleb expira profondément, comme s'il ne savait pas qu'il retenait son souffle. Plus tard dans la nuit, après que Léna ait été installée dans son lit d'hôpital, Caleb s'est assis sur le petit banc près de la fenêtre, regardant les lampadaires. Nathaniel le rejoignit tranquillement. Caleb soupira. Je pensais que la seule façon d'être en sécurité était d'être petit, silencieux et de ne pas se faire remarquer. Et maintenant ? Demanda Nathaniel. Je pense qu'être remarqué par la bonne personne est ce qui te sauve, répondit Caleb. Ils restèrent assis en silence. Le genre de silence qui ne fait plus mal. Puis Nathaniel sortit quelque chose de sa poche, le dessin de Léna. Il l'avait aplati et placé dans une pochette en plastique. Je vais encadrer cela, a-t-il déclaré. Caleb haussa un sourcil. Pourquoi ? Parce que c'est la vérité. Et la vérité mérite d'être protégée, répondit doucement Nathaniel. Caleb hocha la tête, la gorge pleine, car tout en bas, dans la ville sombre, Dal Whitman était escorté hors de son appartement, menotté. La vérité avait fait son chemin non pas avec des cris, mais avec une puissance silencieuse qui ne pouvait être ignorée. La pièce sentait légèrement le vieux papier et le nettoyant au citron, comme si trop de confessions avaient été effacées des murs. Caleb était assis au centre d'une longue table en bois, ses pieds ne touchant pas vraiment le sol. Ses mains étaient croisées sur ses genoux non pas par nervosité, mais par mémoire musculaire. Il avait appris depuis longtemps à rester immobile, à ne pas prendre trop de place lorsque les grands parlaient. Mais aujourd'hui, il avait quelque chose à dire. À côté de lui était assis Nathaniel Rhodes, calme et tranquille, avec un cahier non ouvert devant lui. De l'autre côté de la table, l'enquêteuse chargée de la protection de l'enfance, Madame Garvey, a offert à Caleb un verre d'eau auquel il n'a pas touché. Un avocat du comté était assis dans un coin et un enregistreur clignotait en rouge. La pièce était calme, comme le calme avant une tempête. Pouvez-vous nous le répéter, avec vos propres mots ? A demandé Madame Garvey, sa voix douce. Pas de précipitation. Caleb baissa les yeux sur la table, sa voix petite mais ferme. Il m'a dit que si je disais quelque chose, il l'emmènerait. Léna. Il a dit qu'il nous séparerait. Qu'ils font toujours ça aux enfants comme nous. Qui t'a dit ça ? A demandé Madame Garvey. Dal, dit calmement Caleb. C'est le petit ami de ma mère. Je ne sais pas s'ils sont toujours ensemble. Nathaniel posa légèrement une main sur la table, juste assez près pour être présent mais sans la toucher. Caleb leva les yeux. Il l'a poussée. Léna, elle a cogné la table, la tête. Et que s'est-il passé ensuite ? A demandé Madame Garvey. Je lui ai dit d'appeler quelqu'un, a poursuivi Caleb. Il a ri. Il a dit qu'elle se réveillerait, que je devrais m'endurcir et arrêter de pleurnicher comme une fille.
Caleb fit une pause, sa voix se brisant alors qu'il revivait ce moment. Mais elle ne se réveillait pas. Son visage ne bougeait pas. Madame Garvey a griffonné des notes. Que as-tu fait ensuite? Je l'ai enveloppé dans la couverture en canard, répondit Caleb. C'est le plus doux. Et j'ai marché. Il a jeté un coup d'œil à Nathaniel jusqu'à ce qu'il me trouve. L'avocat s'éclaircit la gorge. Et avant ce jour, était-ce la première fois que Monsieur Dahl blessait physiquement votre sœur? Non, dit calmement Caleb. Il lui attrapait le bras avec force et lui criait dessus. Une fois, il l'a enfermée dans la salle de bain pendant 1 heure parce qu'elle avait renversé du jus. J'ai essayé de la faire sortir. Il m'a giflé. Il y eut un silence. Et ta mère? A demandé l'avocat. Où était-elle à ce moment-là? Caleb hésita, réfléchissant. Elle était fatiguée. Toujours fatiguée. Parfois en train de pleurer. Parfois partie. La porte s'ouvrit doucement et tout le monde se retourna. Là se tenait Stéphanie, la mère de Caleb. Elle n'avait pas frappé. Elle avait l'air plus mince qu'avant, ses cheveux non brossés, le maquillage d'il y a 2 jours accroché sous ses yeux comme de la peinture fantôme. Elle resta figée sur le seuil de la porte. On m'a dit que je pouvais venir, dit-elle d'une voix faible. Madame Garvey hocha la tête. Vous êtes inscrit. Veuillez vous asseoir. Stéphanie était assise dans un coin, pas à côté de Caleb, ni en face, mais à peine à l'intérieur de la pièce, comme si la culpabilité avait un rayon. Elle se tordit les mains et regarda son fils, puis détourna rapidement le regard. Vous pouvez parler si vous le souhaitez, Madame Monroe, proposa l'avocat. Je ne savais pas, murmura Stéphanie. Personne n'a parlé. Je pensais qu'ils nous aidaient, payaient le loyer, les surveillaient quand je travaillais la nuit. J'étais tout le temps tellement fatigué. Sa voix se brisa. Je me suis dit que Caleb exagérait, qu'il essayait de me faire quitter Dahl comme j'avais quitté son père. Caleb ne broncha pas, mais ses yeux s'éteignirent, comme des lumières tamisées derrière des rideaux. Nathaniel parla enfin. Vous n'avez pas cru votre fils quand il a dit qu'il avait peur? Stéphanie déglutit, les yeux brillants. Non, dit-elle. Je pensais qu'il était en colère parce que je sortais à nouveau. Qu'il voulait juste que je sois seul. Je n'ai jamais voulu ça, dit Caleb, sa voix étant à peine un murmure. Je sais, murmura-t-elle, les larmes coulant. Un nouveau silence tomba sur la pièce. Puis Caleb fouilla dans son sac à dos et en sortit un morceau de papier plié 3 fois et froissé sur les bords. Des parchemins enfantins. Il le fit glisser sur la table. Qu'est-ce que c'est ça? A demandé Madame Garvey. Ça vient de Lena, dit Caleb. Elle l'a dessiné à l'hôpital. L'infirmière lui a donné des crayons. Ils se penchèrent tous en avant. C'était un dessin au crayon, un bonhomme allumette avec une queue de cheval et une robe violette posée à côté d'un rectangle marron, visiblement destiné à être une table. Une grande silhouette rouge avec des sourcils furieux se tenait à côté d'elle, et une autre plus petite, bleue, tenait quelque chose qui ressemblait à une couverture. À côté d'eux, écrits phonétiquement, se trouvaient les mots « Caleb m'a emmené ». Stéphanie s'étrangla. C'est ce dont elle se souvient, a déclaré Caleb. Elle n'a pas tous les mots, mais elle s'en souvient. La salle retint son souffle. Je ne pensais pas qu'elle avait vu, a ajouté Caleb. Mais elle l'a fait. Stéphanie se leva, non pas en colère, mais effondrée. Elle se dirigea vers la table, les yeux rouges, et posa une main tremblante sur le dessin. Elle regarda son fils, la voix brisée. Je t'ai laissé tomber. Caleb n'a pas répondu. Il était simplement assis là, détenant la vérité, silencieux mais puissant. Je laisse un homme te traiter comme du bruit, a poursuivi Stéphanie. Et je me suis dit que tu étais juste dramatique. Mais tu ne l'étais pas. Tu la protégeais, et moi. Elle laissa ses larmes couler, silencieuses mais régulières. Je ne mérite aucun de vous, murmura-t-elle. Mais si tu me le permets, je veux réessayer. Même si tout ce que tu me laisses faire, c'est m'asseoir dans la salle d'attente pendant qu'elle dort. Même si tout ce que j'obtiens, c'est un dessin de plus. Les lèvres de Caleb tremblaient. Elle te demande parfois, dit-il. Stéphanie cligna des yeux. Elle le fait? Caleb hocha la tête. Elle pense que tu travailles tard. Je ne lui ai pas dit que tu étais parti.
Stéphanie se laissa tomber sur la chaise la plus proche, enfouissant son visage dans ses mains. Je voulais revenir, dit-elle, la voix étouffée. Mais je ne savais pas comment faire face à ce que j'avais ignoré. Et j'avais peur qu'ils vous emmènent tous les deux si j'arrivais trop tard. Nathaniel s'éclaircit la gorge. Vous êtes ici maintenant, dit-il. Mais ce n'est pas toi qui décides de ce qui est suffisant. C'est lui qui l'est. Il regarda Caleb et, pour la première fois, Caleb se tourna entièrement vers sa mère. Je ne fais plus confiance à la facilité, a-t-il déclaré. Stéphanie hocha la tête, les lèvres serrées. Mais je me souviens quand tu nous chantais. Cette douce chanson Baby James. Elle leva les yeux, surprise. C'est la maman qui me manque encore, a déclaré Caleb. Celle avec le torchon sur l'épaule et la sauce à spaghetti brûlée sur la cuisinière. Ses lèvres tremblaient. Si elle revient, murmura Caleb, peut-être que nous pourrions lui faire un dessin aussi. Stéphanie se couvrit la bouche d'une main, submergée par l'émotion. Madame Garvey se leva. C'est assez pour aujourd'hui, dit-elle en éteignant l'enregistreur. Et juste comme ça, le garçon qui avait traversé la chaleur et la peur pour sauver sa sœur fit de la place pour un siège supplémentaire à la table. Pas une table rase, mais peut-être un coin du papier vierge, en attente, prêt à être dessiné. Monsieur Dahl, vous n'aurez aucun contact avec ces enfants jusqu'à nouvel ordre. Toute tentative entraînera des accusations criminelles. Dahl ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Continua la juge, d'un ton plus doux. Monsieur Rhodes, merci de vous être manifesté. La garde temporaire vous restera en attendant un examen complet. Nathaniel hocha la tête une fois. Merci, votre honneur. Caleb restait assis, fixant le bord de la table, luttant pour respirer. Alors qu'ils quittaient la salle d'audience, les journalistes ne les ont pas suivis. Il n'y avait pas de gros titres. Mais quelque chose de sacré avait changé. Dehors, la lumière du soleil avait changé au plus douce, dorée comme si le ciel s'était expiré. Stéphanie se tenait à côté de Caleb, incertaine. « Puis-je marcher avec toi ?» elle a demandé. Il hocha la tête. Ils marchaient côte à côte, sans se toucher, sans se précipiter. Après un blocage, elle a demandé « Pourquoi as-tu parlé même si tu avais peur ?» Caleb regarda devant lui, la voix ferme. Parce que parfois les plus petites voix sont les seules à dire la vérité. Nathaniel les suivit, leur laissant le trottoir. Au-dessus d'eux, le palais de justice était petit, ordinaire, mais à l'intérieur, ce jour-là, un garçon avait allumé une allumette contre l'obscurité. Les portes du palais de justice se refermèrent dans un sifflement derrière elles. Dehors, le soleil de l'après-midi drapait tout d'ambre, les arbres, le trottoir, même le silence entre la mère et le fils. Stéphanie marchait 2 pas derrière Caleb, ne sachant pas si elle était autorisée à marcher à ses côtés. Nathaniel gardait une distance respectueuse, sachant que cette partie de la route ne lui appartenait pas. Caleb ne parlait pas. Pas encore. Il regardait droit devant lui un garçon devenu trop vieux en trop peu de temps. Ses mains étaient dans les poches d'une veste que Nathaniel lui avait offerte une taille trop grande, mais chaude. « Pouvons-nous nous arrêter pour manger une glace ?» demanda soudain Léna depuis sa poussette. Sa voix était douce, pleine d'espoir, et elle ouvrit quelque chose chez Caleb. Il jeta un coup d'œil en arrière. « Tu te sens bien ?» Elle hocha la tête. Le genre rose avec des pépites. Stéphanie regarda Caleb, attendant. Ce n'était plus sa décision. Il hésita, puis acquiesça une fois. Le magasin était calme, juste le bourdonnement du congélateur et un disque de soft jazz qui jouait dans le coin. Ils étaient assis à une table ronde près de la fenêtre. Léna donnait des coups de pied alors qu'elle mettait de la glace rose dans sa bouche avec une joie maladroite. Un point de crème collant collait à son nez. Caleb n'a pas mangé. Il la regardait. Il la surveillait toujours. Stéphanie était assise en face de lui, la cuillère vide dans sa tasse. « Je t'amenais ici, dit-elle. Quand tu avais 5 ans, tu as renversé du sirop de chocolat sur tout. » Caleb ne répondit pas. « Je t'essuierai les mains avec des serviettes et je rirai. »« Je ne sais pas pourquoi je m'en souviens maintenant, » a-t-elle ajouté. Il la regarda. Parce que c'était avant. Ses yeux se sont remplis de larmes. « Je sais que je ne mérite pas de revenir. Pas comme ça. Mais je veux que tu saches que je reste. J'ai signé l'accord. Dan ne sera plus près de nous. Jamais.
Caleb cligna lentement des yeux. Veux-tu aller à ces réunions? Ceux de thérapie? Je le ferai. Même si c'est dur, acquiesça T.L. Même alors. Caleb baissa les yeux sur son cône intact. C'est la seule façon pour que je te croie. Elle hocha de nouveau la tête. Équitable. Puis, doucement, presque en passant, il dit, vous auriez pu le quitter plus tôt. La peine était simple, mais elle faisait courir des années. Je sais, dit-elle. Silence. Puis Léna, inconsciente du courant sous-jacent, annonça, je nous dessine. Elle sortit de sa poche une serviette griffonnée au crayon. 3 bonhommes allumettes, un grand avec des cheveux bruns, un petit avec des boucles et un de taille moyenne avec des épaules carrées. Celui-là, c'est toi, dit-elle à Nathaniel. Vous avez les plus gros bras. Vous faites tenir la maison. Il sourit, mais ce fut Caleb qui parla ensuite. Aussi longtemps que tu en auras besoin, dit-il, c'est aussi le tien. Plus tard dans la nuit, de retour à la maison d'hôte, la lumière de la cuisine était chaude. Nathaniel faisait des œufs au plat pendant que Stéphanie faisait la vaisselle du déjeuner, les manches retroussées. Caleb était assis à table, feuilletant une bande dessinée qu'il n'avait pas vraiment lue. Léna rougit à côté de lui, la langue tirée en signe de concentration. Ce n'était pas parfait, mais c'était calme et personne n'élevait la voix. Le transfert officiel de la garde a eu lieu 3 jours plus tard. Nathaniel a obtenu une tutelle temporaire, et Stéphanie a été autorisée à visiter sous surveillance à la discrétion de Caleb. Un travailleur social s'enregistrait chaque semaine. Il y avait des signatures, des documents tamponnés, des mots comme « stabilité »,« meilleur intérêt » et « soins tenant compte des traumatismes ». Pour Caleb, cela signifiait quelque chose de plus simple. Il y avait une serrure sur la porte d'entrée qui fonctionnait. Il n'y a eu aucun cri dans la cuisine. Il y avait de l'espace pour expirer. Un matin, Stéphanie est arrivée avec une boîte à chaussures. Elle l'a posée sur la table de la cuisine. « Ce sont les vôtres, dit-elle. Depuis que tu étais petite, je les gardais. » Caleb ouvrit lentement la boîte. À l'intérieur se trouvaient des dessins, une carte d'anniversaire froissée et une couronne en papier provenant d'un fast-food. « Vous m'appeliez sœur Caleb, dit-elle. M'a fait m'incliner avant de pouvoir entrer dans ton fort de couverture. » Caleb sourit pour la première fois de la journée. C'était petit, provisoire, mais c'est resté. Plus tard, alors que Stéphanie sortait, il le suivit. « Pourquoi as-tu apporté ça ?» il a demandé. Elle le regarda, surprise. « Parce que je voulais que tu saches que tu étais toujours aimé, même quand je ne te protégeais pas comme j'aurais dû. » Caleb regardait la cour. « J'attendais à la fenêtre, dit-il. Le soir, juste au cas où tu reviendrais plus tôt. »« Je suis désolé, murmura-t-elle. Je ne savais pas à quel point j'étais perdu jusqu'à ce que tu arrêtes de me chercher. » Le vent soufflait doucement à travers les arbres. « Je suis toujours en colère, a-t-il déclaré. Je sais, mais je ne veux pas que ce soit pour toujours, a-t-elle répondu. Stéphanie déglutit difficilement. Alors peut-être que nous prendrons un dessin à la fois. Il hocha la tête et retourna à l'intérieur. Une semaine plus tard, on sonna à la porte. Caleb l'ouvrit et trouva une petite enveloppe marron sur le tapis. À l'intérieur, une photo de la salle d'audience, il est assis droit, courageux, disant la vérité. Au dos, Nathaniel avait écrit en cursive soignée, « La justice n'est pas toujours bruyante. Parfois, elle marche tranquillement aux côtés des plus petits pieds. » Il n'y avait pas de signature, juste l'adresse d'une fondation privée de bourse d'études. Caleb a placé la photo à côté du dernier dessin de Léna sur le réfrigérateur. En dessous, il a enregistré un mot écrit à l'encre bleue épaisse, « En sécurité. » Et dans une maison qui n'était plus hantée par les cris, dans le silence d'une cuisine remplie de force légère et tranquille, un garçon qui avait porté plus que sa part a finalement déposé quelque chose. Pas d'amertume, pas de reproche, mais une petite part d'espoir. Et c'est resté. Le soleil filtrait à travers les rideaux de dentelle, chaud et doux, comme un murmure sur le parquet. C'était le premier samedi du mois ou le jour des crêpes, comme l'appelait Léna, et la cuisine sentait la cannelle et quelque chose de légèrement brûlant. Caleb se tenait devant la cuisinière, retournant des crêpes imparfaites tandis que Léna était assise au comptoir, les genoux repliés sous le menton, en train de dessiner. Ses cheveux avaient poussé, de douces boucles atteignant désormais ses épaules, plus emmêlées, plus tirées. Nathaniel entra, tenant le courrier. Il avait l'air reposé pour une fois, comme un homme apprenant l'art de rester.
Quelque chose est venu pour toi, dit-il en posant une enveloppe blanche sur la table. Caleb s'essuya les mains et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un dépliant plié avec une seule phrase imprimée en gros caractères, la lumière de Léna, une fondation pour les enfants silencieux. Ci-dessous se trouvait une photo de Léna du printemps dernier, assise dans un champ de fleurs sauvages, tenant un pinceau, souriant les yeux fermés. Est-ce réel? Demanda-t-il, à peine au-dessus d'un murmure. Nathaniel hocha la tête. Cela a été approuvé hier. Les formalités administratives sont terminées. Le financement est en place. Caleb passa son pouce sur les bords du dépliant. Alors elle peut aider d'autres enfants maintenant. Elle l'a déjà fait, a déclaré Nathaniel. Cela rend les choses officielles. Léna leva les yeux. Est-ce que c'est mon nom? Caleb lui tendit le dépliant. C'est ton nom, ta lumière. Elle cligna des yeux. Je pensais que je n'avais pas de lumière. Tu l'as toujours fait, dit-il. Même quand tu le cachais. Elle sourit, puis fouilla dans son petit cahier de dessin et en déchira une page. C'était un dessin d'elle, Caleb et Nathaniel debout sous un grand soleil. Elle le tendit à Nathaniel. C'est à toi. Il l'a plié soigneusement, comme si c'était quelque chose de sacré. Plus tard dans la soirée, ils ont visité le centre communautaire qui abriterait la première salle d'art de la fondation. Le bâtiment était autrefois une bibliothèque. Les étagères avaient été vidées et les murs peints en jaune pâle. Au centre du mur du fond, une fresque murale avait commencé. Coups de pinceau représentant le ciel, les arbres et un petit enfant tenant une lanterne. Caleb en traça le contour avec son doigt. Cela ne lui ressemble pas exactement, a-t-il déclaré. Ce n'est pas censé le faire, répondit Nathaniel. Il est censé ressembler à tous les enfants qui attendent dans le noir. Stéphanie est arrivée juste avant le coucher du soleil, tenant une pile de livres d'histoire pour le coin lecture. Ses yeux s'adoucirent lorsqu'elle vit Caleb aider Léna à déballer les crayons. Elle dort mieux maintenant, dit-elle doucement à Nathaniel. Et il est plus doux avec elle, comme s'il croyait enfin qu'elle restait. Nathaniel ne répondit pas. Il a juste hoché la tête. Stéphanie se dirigea vers son fils. J'ai apporté la couette bleue de la maison de grand-mère pour le coin sieste. Caleb fit une pause. Elle nous enveloppait dedans quand il y avait une coupure de courant. Je m'en souviens, dit-elle. Ça sentait toujours la lavande et le bois. Caleb ne sourit pas, mais il prit la couette avec précaution, comme si c'était quelque chose qui valait la peine de lui pardonner. La soirée s'allongea. Le centre se vida, la lumière vacillait aux nouvelles fenêtres. Avant qu'ils ne partent, Léna est retournée en courant à l'intérieur. Elle resta longtemps devant la fresque, puis murmura quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait entendre. Lorsqu'elle se retourna, des larmes coulaient sur ses joues, pas des larmes de peur, mais des larmes douces. Le genre qui survient lorsque quelque chose se déverrouille à l'intérieur et respire. Que as-tu dit du tableau? Demanda Stéphanie. Léna haussa les épaules. J'ai dit merci d'avoir attendu. Sur le chemin du retour, Nathaniel resta encore en retrait, leur laissant de l'espace. Caleb attrapa la main de Léna. Elle la prit. Tu sais, dit-elle. Tu es mon frère préféré. Je suis ton seul frère, dit-il. Je sais, répondit-elle. C'est ce qui le rend spécial. À la maison, elle s'endormit rapidement, un crayon à la main, un carnet de dessin à côté d'elle. Caleb resta un long moment dans le couloir, la regardant à travers l'embrasure de la porte. Tu penses qu'elle s'en souviendra? Demanda-t-il doucement à Nathaniel. Une partie, dit Nathaniel, mais pas la totalité. Les enfants savent garder ce qui compte et laisser le reste devenir de la fumée. Caleb hocha lentement la tête. Elle sursaute encore parfois. Toi aussi. Une longue pause. Mais tu guéris, a poursuivi Nathaniel. Vous deux. Et toi? A demandé Caleb. Nathaniel ne répondit pas tout de suite. Je pense que oui, a-t-il déclaré. Parce que je ne marche plus seul. Il se tenait dans le couloir, deux ombres côte à côte. Plus de cages. Fini les routes sombres. Juste le bourdonnement silencieux d'une maison, réapprenant à retenir les gens. Et sur le réfrigérateur, sous les dessins arc-en-ciel de Léna et la photo de la cour de Caleb, un aimant contenait désormais un nouveau morceau de papier. On pouvait y lire, la lumière de Léna n'est pas un lieu. C'est une promesse. Et cette promesse,
comme la fille qui lui a donné son nom, n'a pas vacillé, ne s'est pas estompée. Elle est restée. Et certains, comme Nathaniel, comme Stéphanie, comme le lecteur qui est arrivé jusqu'ici, sont simplement des gens qui choisissent à un moment donné de rester. La lumière de Léna n'est pas qu'un nom. C'est un rappel que même lorsque le monde échoue, votre amour peut revenir. Ce silence n'est pas toujours la fin d'une histoire. Cela peut être le souffle avant que quelqu'un ne parle enfin. Quelle que soit la profondeur de la blessure, la guérison commence par une personne prête à dire « Je te crois ». Dans un monde où il est facile de se détourner, cette histoire ose regarder de plus près. Pour nous rappeler que ce que nous choisissons de remarquer peut sauver une vie ou deux, voire plusieurs. Alors, si vous lisez ceci aujourd'hui, demandez-vous qui pourrait avoir besoin de votre présence silencieuse, de votre oreille attentive, de votre seconde chance et, plus important encore, comment allez-vous? Dormez-vous suffisamment? Mangez quelque chose de chaud? Laissez entrer quelqu'un juste un petit peu. Parce que parfois, la personne que vous êtes le plus censé sauver, c'est vous-même. Prenez soin de votre cœur aujourd'hui. Vous comptez plus que vous ne le pensez. Et quelque part, quelqu'un comme Caleb ou Léna espère qu'il y aura plus de gens comme vous dans le monde. Soyez cette lumière et laissez-la rester.